Bonjour tout le monde, vous écoutez le balado Affaires et terroirs. Mon nom est Nelson Roberge, co-éditeur de Baromag. Avant de vous présenter les invités de ce podcast, je veux souligner que le journal imprimé qu'on sort depuis l'année dernière, le journal Terroir, été 2024, est présentement en distribution partout dans le Québec. À l'intérieur de ces pages de médias format traditionnel, vous pourrez avoir accès au répertoire des producteurs et productrices de boissons artisanales du Québec. Donc, c'est une liste complète séparée par région administrative où vous trouvez tout ce qui se fait en production de bière, cidre, vin, spiritueux et café pour planifier vos parcours gourmands durant les vacances d'été. C'est un complément avec notre dossier web que vous pourrez trouver sur baromag.com. Et toutes les entreprises dans le domaine, Baromag offre un membership pro qui offre de l'accompagnement dans le développement, dans la réflexion stratégique, dans le marketing, dans vos plans marketing, en plus de plein d'autres bonus promo que vous pouvez retrouver sur le site ou pour vous aider à travers vos péripéties d'entrepreneurs. Alors, rendez-vous sur baromag.com pour avoir plus d'informations. Dans cet épisode, on parle avec Samy Rabat, média samyrabat.com et entremetteur d'affaires dans le milieu agroalimentaire. Et on parle aussi avec Martin Dugré, coproprio et chef de produit pour l'agence Cork, et qui présente le cellier, qui est un nouvel outil pour les importations de vin, qui s'adresse autant à l'industrie qu'aux particuliers. Vous écoutez l'épisode numéro 35 du balado Affaires et terroirs. Présentement avec Samy et Martin, qu'on s'est jasé il y a une couple de semaines pour pouvoir faire une petite discussion autour du vin, principalement dans l'industrie de l'importation de vin. Je pense que c'est surtout là qu'on va aller. Donc, on a déjà fait des entrevues avec Samy. Samy, est-ce que tu voudrais te présenter un peu puis nous dire t'es qui, t'es où t'es rendu dans la vie, qu'est-ce qui se passe avec ton site puis tout? Pour faire une présentation courte, je me présente comme un déclencheur d'opportunités, une sorte de facilitateur entre les différents tenants de l'industrie. Mais pour en arriver là, il aurait été impossible si je n'avais pas fait le BA de mon parcours, c'est-à-dire j'ai commencé ma carrière comme représentant, passé directeur des ventes d'une multinationale qui était à l'époque Alain Domecq. J'ai ensuite travaillé avec des entreprises locales, internationales comme La Sonde, Geloso. Et j'ai eu ma propre agence de vin. Et après avoir quitté le monde de la présentation de vin, j'ai lancé un site qui s'appelait l'Académie vinicole avec 2 autres partenaires qui étaient spécialisés pour les importations privées. Approuvé par la SAQ, béni par la SAQ. Et un beau jour, j'ai reçu une belle lettre adressée à mon intention alors que j'étais encore un agent, me disant que seule la SAQ avait le droit d'entreposer, promouvoir, blablabla, faire la vente. Tous nos clients nous ont quittés et on a dû fermer l'entreprise. Et comme je suis tenace, je me suis rendu compte finalement que mon pouvoir, c'était les contacts que j'avais. Et il y a 16 ans, j'ai lancé samyrabat.com qui s'adresse à tous les professionnels vinicoles, les HRI, en Europe, ils appellent HORECA, hôtellerie, restauration, cafétéria, et les amateurs de vin avertis, puis les gastronomes. Alors, toutes les semaines, on envoie une lettre à 7000 personnes et on est présent sur les sites sociaux. Et surtout, je suis sur le terrain sans arrêt pour rencontrer les différentes personnes. Je suis l'entremetteur entre ceux qui vendent et ceux qui achètent. Et mon nom est sur la table en tant que crédibilité. Parce que c'est ça, tu agis un peu comme un média, mais aussi, comme tu dis, là, un entremetteur. Donc, Tout à fait. le fait d'avoir le média puis de mettre des nouvelles régulièrement, ça te fait un statut de personne qui est au courant des choses, d'expert dans le domaine. Et Tout à fait. puis après ça, les gens, ils te contactent parce qu'ils ont besoin de quoi exactement? Ils ont besoin d'informations, puis la véritable information. Je suis entouré d'une vingtaine de chroniqueurs, collaborateurs qui ont chacun leur expertise. Advenant qu'un producteur de vin veut rentrer au Québec, moi, je ne le fais plus. Je n'ai pas l'esprit de synthèse d'un consultant. Je la recommande à des professionnels qui s'en occupent.
parce que la SAQ change les règlements sans arrêt. Il y a une année, j'ai imprimé les règlements de la SAQ. J'ai vidé l'encre, mes cartouches, mon papier, mais c'était juste pour voir tous les règlements qu'ils avaient, mais ça change sans arrêt. Le monde évolue, la SAQ évolue, tout le monde évolue, et ça change au fur et à mesure du marché. Donc je me Les fie, choses bougent. aux autres professionnels qui sont en... Écoute, ça fait 16 ans que j'ai quitté la SAQ. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis. Je connais les grandes lignes, mais pour entrer dans les détails, je ne les connais pas. Ah oui, c'est ça. Et on est aussi accompagné de Martin Dugré, propriétaire et chef de produit chez Cork. Est-ce que vous voulez parler d'un peu de... Ben, enchanté, bienvenue au podcast. Puis, voudrais-tu présenter un peu l'entreprise? C'est quoi votre offre de service principale? Oui, tout à fait. Merci. Salut les gars. Nous, on est basé à Trois-Rivières. En fait, Cork, c'est une solution qui permet aux agences de vin de faire la promotion de tout leur vin d'importation privée, leurs vins réguliers, qui sont également basés dans la SEQ ou dans d'autres provinces, parce que la solution est pas canadienne. Pour reprendre l'expression de Samy, Cork, c'est un peu la nouvelle arme numérique, en fait, pour les agences qui veulent passer rapidement là, au 2.0, on dirait même au 3.0 maintenant en 2024. Donc, la solution permet là, à ces agences-là de rapidement mettre à leur couleur leur portfolio sur leur site web sans nécessairement refaire leur site web et outiller leurs représentants sur la route et également leurs clients pour procéder à l'achat de vins d'importation privée, le cas échéant, là, via la plateforme. Cork, en fait, c'est un produit d'une agence de publicité qui s'appelle Acolyte, dont je suis propriétaire avec d'autres co-associés, qui est en opération depuis plus de 25 ans maintenant. On est une quarantaine d'employés là, basés à Trois-Rivières, comme je disais tantôt. Et de Cork a émané une autre solution qui est plus en mode B2C pour parler directement aux clients. C'est-à-dire qu'on a développé une place de marché, un marketplace, où l'ensemble de nos clients Cork poussent des produits à l'intérieur. Et sur le cellier.20, vous pouvez maintenant retrouver jusqu'à 300 produits d'importation privée disponibles. C'est des produits qui sont de passage. Ils sont là des fois une semaine, 2 semaines, et ils quittent parce que c'est des quantités allouées en très petite quantité. Et nous, les commandes rentrent chez nous et on réfère ces ventes-là, en fait, par la suite aux agents qui sont membres de notre plateforme. On a près de 20 agents là, qui utilisent notre plateforme pour le cellier.20, qui est en opération depuis 1 an. Mais c'est une alternative très intéressante pour les restaurateurs aussi qui, à l'occasion, aiment ça rencontrer ou découvrir des nouveaux produits. On sait que la restauration vit des petits problèmes présentement au niveau de l'approvisionnement aussi des vins et des spiritueux. Donc, notre plateforme peut être une alternative ou un nouveau channel de vente, si vous voulez, pour les agences, puisque nous, on joue le rôle un peu comme Samy d'entremetteur à travers. Ah, c'est ça. Puis tu disais aussi que c'est aussi disponible pour le consommateur de pouvoir regarder, d'aller avoir accès à ça aussi. Oui, tout à fait. Toutes les semaines, on envoie des infolettes. On a une base de données d'environ 6 000 amateurs d'importation privée. On a 300 collectionneurs aussi qui aiment les vins un petit peu plus haut de gamme. Puis on a une base de données de 1200 restaurateurs qui, eux, reçoivent nos infolettes et que ça leur permet d'avoir accès à une banque de produits qui sont peu connus ou encore de très, très grande qualité. Parce que souvent, l'importation privée, c'est une pépinière pour de nouveaux produits qui vont peut-être se retrouver en tablette plus tard sur SEQ.com. Donc, on est vraiment là pour faire la promotion de nouveaux vins qui sont disponibles par les agents là, qui, eux, partent à la recherche de pépites et nous, on s'occupe d'en faire le marketing. Ah, excellent, ça. Mais là, je suis en compagnie de deux personnes, deux entremetteurs, deux personnes qui parlent beaucoup avec les gens de l'industrie. On parle d'importation de vin, on peut parler de un peu tous aussi, là, mais selon vous, puis peut-être selon ce que vous vivez, c'est quoi les grands défis cette année, puis peut-être même, on va dire court terme, là, 2024, mais aussi 2025, à quoi il faut s'attendre, selon vous, dans quoi vous jouez en ce moment? Avant de te répondre, Nelson, tu ne t'es pas présenté. On n'est pas dans un groupe de AA, là, on n'est pas en train de... Mais, ben oui, ben salut les gars, moi c'est Nelson, co-éditeur de Baron Mag. Puis on est un média et on offre un service
B2B et B2C aussi. On s'adresse aux consommateurs en faisant découvrir les producteurs d'ici, les entrepreneurs en agroalimentaire d'ici, mais aussi on offre des services marketing puis d'accompagnement en veille stratégique et puis en communication marketing à l'interne, à l'externe, à essayer d'accompagner les entrepreneurs à travers tout ce qui se passe. Souvent, puis peut-être que vous serez d'accord avec moi, mais les entrepreneurs ont bien de la facilité à avoir des idées puis vouloir développer des projets et tout ça, mais ils ne font pas tellement de veille stratégique dans le sens qu'ils ne vont pas vraiment s'informer sur ce qui se passe dans le monde puis qu'est-ce qui se passe à côté d'eux autres. Et là, ça arrive souvent que quand il y a une tendance, ben, les tendances, ça se crée parce que le monde pense qu'ils sont les seuls à avoir eu l'idée, puis finalement, ils sont 25. Et là, nous autres, on essaie de peut-être pas péter leur bulle, là, mais essayer d'aller voir au-delà de leur bout de leur nez, là, dans un sens. C'est pas mal Merci. ça. Mais pour répondre à ta question, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'à la SAQ, il y a plusieurs catégories de marché. Si je ne me trompe pas, la première, c'est les produits courants, on appelait avant réguliers, qui sont là. Je prends un exemple. Grand Marnier est toujours là, année après année. Mm-hmm. Ce sont les classiques. Le vin Mouton Cadet qui est toujours là. Puis ensuite, il y a les produits de spécialité avec différents volets qui rentrent à coup à l'eau, avec des lots, avec des spécificités. Ça, c'est il y a les promotions de la SAQ directe, la marque sur le nom Cellier. Ça rentre certains vins. Ceux qui sont habitués, crois-moi, qu'ils savent très bien quand commander, quoi acheter. Ils suivent très bien ce qui se passe à la SAQ. Puis il y a également d'autres campagnes promotionnelles de la SAQ sur des thèmes très prestigieux. Et il y a les produits en importation privée qui représentent, je ne sais plus combien de pourcentage de la SAQ, mais ça dépasse les 200 millions de chiffre d'affaires. Il y a quelques années, il y avait peut-être dans les années 90, il y avait 200 agences. Aujourd'hui, il y a 450 agences de vin au Québec. Je dirais qu'il y en a 300 qui font de l'importation privée. Et sur les 300, peut-être qu'il y en a 12 des gros qui fonctionnent très fort, qui ont leur clientèle à eux. Ça rentre, ça sort. Ça, c'est des rouleaux compresseurs. Ils ont leur marché, leur clientèle. Et les autres, ben, ils font plaisir à leurs fournisseurs ou une certaine façon aussi que la SAQ voit qu'une vente se fait puis ils vont le commander dans leur répertoire. Il y a toutes sortes de stratégies. Chacun a sa stratégie bien gardée. Et évidemment, ils ne vont pas le mettre sur la place publique, mais l'importation privée, c'est une façon détournée de présenter le vin sans passer par les produits courants spécialisés. Parce que si on rentre en produits courants, si on n'a pas 150, 200 000 $ à mettre sur la table en promotion avec la SAQ, ben, ils ne vous écoutent pas. Il faut comprendre aussi que l'importation privée est un véhicule intéressant pour les restaurateurs parce que ça leur permet d'avoir des produits dont le client ultime ne connaît pas le coût d'acquisition. Donc, la bouteille va peut-être coûter 25 $, puis le restaurateur va pouvoir faire x3, la vente 75, et à ce moment-là, il n'y a pas de questions qui sont posées parce qu'il n'y a pas de référence. Tu scannes au restaurant la bouteille, tu ne la retrouveras pas à la SAQ la plupart du temps. Donc, ça leur permet d'avoir une marge de manœuvre puis d'être capable de renflouer les coffres des restaurateurs parce que nécessairement, la vente d'alcool fait partie intégrale de leur modèle d'affaires. Fait que ça, l'importation privée trouve sa niche là-dedans et les restaurateurs et les agents marchent main dans la main depuis des années justement pour être capables d'écouler des nouveaux stocks, ce qui fait en sorte que éventuellement la SAQ a décidé de mettre des temps d'écoulement en fait au niveau de ces produits-là parce qu'ils ont des entrepôts et se doivent d'écouler la marchandise. Parce que comment ça fonctionne? Le producteur rencontre l'agent sollicite en disant « je vais te représenter ». La SAQ prend une entente avec le producteur, achète les vins du producteur, le producteur expédie des caisses de vin et là, c'est maintenant l'agent qui rentre en ligne de compte pour écouler les stocks. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il appelle, la SAQ appelle ça les wake of stock. Vous devez, à partir du moment que c'est entré en entrepôt, les écouler, sinon il y a des pénalités. L'an passé, il y a eu des petits problèmes à cet effet-là parce que les entrepôts débordaient à cause de la COVID. Il y a eu un enjeu de surcommande versus la consommation. Et la SAQ a été obligée d'imposer des pénalités aux agents, qui étaient quand même assez importantes. Et vous avez peut-être entendu parler même de la destruction de caisses de vin qui ont été faites l'année passée. Ça devrait plus se produire maintenant, mais il y avait trop
produits qui étaient en inventaire, puis des produits qui avaient peut-être viré ou des produits qui n'étaient pas de bonne qualité. Bon, là, c'est derrière nous maintenant. Ils ont tous rétabli le pourcentage parce que maintenant, c'est un pourcentage comme agent que tu peux commander du vin selon ton volume, en fait, la grosseur de ton agence. Fait que ça aussi, c'est venu resserrer un peu les règles. Puis maintenant, c'est plus contrôlé. Puis je pense que tout le monde a réussi à trouver un peu son sweet spot là-dedans. Excusez le terme anglais, mais on a réussi à trouver ça dans la dernière année. Tu as raison. Oui, vas-y, Samy. Tu as raison. Puis la SAQ, avec les agences, en ce moment, sont en train de s'ajuster parce que quand ils ont lancé le projet il y a 1 an de Week of Stock, vous ne pouvez pas le mettre couler sur le béton. Alors, avec l'expérience sur le terrain, les deux parties s'ajustent sans arrêt. D'ailleurs, la SAQ a ce projet depuis 2 ans d'implanter la vente à la bouteille sur SAQ.com de l'importation privée. Le seul hic, c'est qu'un agent qui va mettre son vin en importation privée à la bouteille, le prix sera connu par le restaurateur. Donc, il ne pourra plus le mettre par 3. Mais ça, c'est au restaurateur aussi à s'ajuster. Mais là, le projet est quand même pilote encore. Je crois que c'est 6 agences avec 2 produits en rotation pendant 1 an. C'est très peu de produits. C'est très marginal comme type de test qui va être effectué. Puis l'enjeu, c'est que ça ne réglera pas le problème non plus. Tu ne peux pas trouver quelque chose que tu ne sais pas qui existe. Donc, en ce moment, c'est ça qui arrive sur .com avec l'importation privée. D'où le fait d'avoir des nouveaux canaux d'évacuation, en fait, d'importation privée, que ce soit Cork ou d'autres types de véhicules qui soient disponibles. Il faut qu'il y ait un flow, il faut que ça roule l'importation privée. Et parce que souvent, c'est que c'est des lots qui sont commandés en petite quantité. Exemple, 30 caisses. Un coup, ces 30 caisses-là ont connu un succès, on peut reconduire, en fait, la commande d'importation privée. Et à ce moment-là, il y a un 3 mois de délai, le temps que ça prenne le bateau, que ça s'en vienne, que ça soit restocké. Fait que tout ça, ça crée des fois des trous dans la disponibilité de certains produits. Donc, .com, ce qu'ils veulent, c'est vendre à la bouteille parce que notre plateforme à nous et la plateforme des agents, eux, vendent à la caisse. Donc, vous comprenez, acheter une caisse de 6, une caisse de 12, des fois, ça peut être un peu problématique quand tu n'as pas goûté au vin. 12 vins du même produit. C'est pour ça que les gens se mettent ensemble, puis on travaille beaucoup sur le partage. J'achète une caisse avec Samy puis avec Nelson, on la partage, on a chacun 4 bouteilles, puis on en profite, on fait connaître le produit. C'est le fun, les épicuriens aiment ça arriver avec des produits qui sont un peu différents. Fait que c'est un peu ce marché-là que l'importation privée offre et continue à offrir à la clientèle. Puis je pense que au fil du temps, avec les restaurants, apportez votre vin aussi qui commencent à avoir encore plus leur place, ben, ça peut être un enjeu intéressant. L'année dernière, j'avais parlé avec d'un peu des défis là, par rapport au fait des changements des règlements de la SAC par rapport aux vins d'importation. Ça touchait beaucoup les plus petits importateurs, qui y en a beaucoup, je pense, qui étaient à gorge, puis peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont dû faire faillite ou qui ont arrêté. Ça a fait une certaine sélection dans tout ça. Ça affectait aussi les buvettes ou les caves. Où est-ce que tout le monde est un peu dans des super gros défis? Comment vous voyez ça, vous autres, ce jeu-là? Parce que ça fait une sélection, j'imagine, dans justement les importateurs, les entreprises d'importation privée. Lorsqu'on se lance dans l'importation privée, il faut étudier les règles. Les règles sont établies depuis longtemps. Donc, ceux qui se lancent à tête perdue sans vérifier, ils vont se casser la margoulette, ça c'est sûr. Alors, ceux qui connaissent les règles, ben, ils les suivent, puis en général, ils n'ont pas de problème. Mais il y a tellement de concurrence féroce. Parfois, on entend parler de certains deals que certaines agences font, donnent 1, 2 bouteilles à la caisse. Ça, c'est du jamais vu, ça, avant. Mais tout ça, c'est légal. Il ne faut pas penser que c'est illégal. C'est jurisprudence à la SAQ. Mais sauf qu'on donne nos profits, on vend en perte. Maintenant, il y a des règles. La SAQ a extensionné le délai d'entreposage, mais ça coûte cher quand on ne vend pas assez vite. Ce que font les agences, certaines agences, quand ils voient que ça ne marche pas, ben, ils vont attendre que ça arrive à 150 jours, ils vont les acheter à 4 piastres la caisse, et puis, ou la bouteille, je ne m'appelle plus exactement, là, c'est 4 piastres la caisse plutôt. Ils vont racheter, mais ils n'ont pas le droit de les revendre dans la restauration. Il n'y a pas de timbre. Ils n'ont pas le droit de le revendre consommateur. Et ça, c'est une autre histoire. Mais ils le revendent pareil ou ils le boivent, mais ils doivent le faire parce que sinon, ils perdent leur nom avec la SAQ.
Mais effectivement, qu'il y a un enjeu de créativité. Puis les agences avaient, pendant la pandémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, la SEQ avait permis la vente de caisses panachées. C'est-à-dire que tu pouvais acheter une caisse de 12 ou une caisse de 6 avec 2 ou 3 produits différents à l'intérieur. C'est-à-dire que l'agent s'occupait lui-même d'aller au CDM, au centre de distribution ou au CDQ à Québec, aller acheter racheter son propre stock et refaire des caisses de panaché. Donc, tu peux avoir une bouteille de Chenin blanc à 28 puis tu peux avoir un Cabernet Sauvignon australien à 68. Ça te faisait une caisse de bonbons mélangés, comme on appelait, et qui pouvait faire la joie de bien du monde là-dedans, même des restaurateurs. Fait que ça, cet enjeu-là, on l'a retiré après la pandémie, mais je pense que ça pourrait être une solution de la faire revenir parce qu'il y avait beaucoup d'engouement par rapport à ce type ce type de produit-là. Exact. Mais l'importation privée, c'est un métier très difficile parce que l'agent est responsable de collecter l'argent auprès du restaurant. Tandis que les produits courants et spécialités, ben, le restaurateur, comme détenteur de permis, va directement à la SAQ, puis c'est la SAQ il a intérêt à payer la SAQ, ça c'est clair, parce que sinon il n'a pas la marchandise. Tandis que l'importation privée, avec les restaurants, c'est tout. C'est un bon point que tu amènes, Samy, parce que aussi, il faut comprendre que les agents ont le choix d'être en double facturation ou en simple facturation. En simple facturation, c'est que tu passes ta commande d'importation privée, le client ne paye pas un sou, sauf à la récupération de sa caisse à la SEQ qui est choisie. Ce n'est pas toutes les SEQ, d'ailleurs, qu'on peut recevoir de l'importation privée. Donc, le client, en simple facturation, va payer sa caisse au complet. En double, il y a une commission d'agence qui est facturée par l'agent, qui peut être de 15 environ pour les frais de gestion, les frais d'aller trouver ces produits-là, les frais d'entreposage, de marketing. Et ça, le client reçoit, suite à la commande, une facture de ce montant-là et paye la balance à la SEQ, en fait, qui est la majoration que la SEQ se prend au producteur. Il y en a beaucoup qui aiment mieux avoir la double facturation parce qu'ils récupèrent leurs frais d'agent tout de suite, qui permet d'avoir un flow. Parce que certains agents sont payés en simple facturation jusqu'à 9 mois, des fois même 1 an plus tard, parce que la SEQ paye le producteur plus tard, puis après, c'est le producteur qui paye l'agent. Donc, c'est un petit peu la façon de fonctionner, ce qui fait en sorte que le mode de paiement est en train de changer auprès des agents. Ah oui, c'est ça. Là, on a parlé un peu de, bon, c'est quoi l'importation privée, c'est quoi la présence de ce métier-là et de cette industrie-là. Aussi, parler un peu de l'année dernière, les changements. Là, cette année, il y a d'autres défis qui arrivent cette année. Il y a aussi une baisse de consommation, baisse de budget pour bien du monde. Est-ce que c'est un gros défi dans le domaine de l'importation privée? Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce qu'il y a des défis encore plus gros que ça qui se passent? Tout à fait. La récession, l'inflation, même la SAQ, en plein blitz, il y a eu un blitz. Un blitz, c'est une réunion où la SAQ invite toutes les agences de vin en donnant les tendances qui s'en viennent et ce qui a été fait pendant l'année. Et ils étalent avec super organisé, super bien conçu, où on a une sorte de portrait de ce qui se passe. Il y a une baisse de vente, tout le monde le sait, les journaux, les médias en parlent. Le côté pouvoir d'achat du consommateur a baissé, mais l'importation privée va rester. C'est pas, les beaux jours sont encore à venir. C'est pas, ça fait partie du monopole de la SAQ et de l'ADN de beaucoup d'agences. Ça va rester, mais le marché va se nettoyer par lui-même. Ça, c'est clair. C'est comme dans n'importe quoi. Là, on est dans le produit de luxe, là, en gros. Fait que tous les domaines qui sont un peu dans le luxe, que ce soit n'importe quel alcool, en fin de compte, là, mais dans beaucoup de choses, c'est des coupures qui se passent dans le budget des gens. Est-ce que tu allais dire quelque chose, Martin? Attends un peu. OK, excuse. Non, mais il faut faire attention. L'importation privée, ce ne sont pas juste des produits chers. Hein. Vous en avez su à 12 des bouteilles. Mais le luxe, ça ne veut pas dire que c'est cher, ça veut juste dire que ce n'est pas nécessaire. Ouais, je comprends. Je comprends. OK. Excuse. Vas-y, Martin. Non, mais en fait, ce qu'on voulait ajouter par rapport à ça, c'est que les produits d'importation privée, comme je mentionnais tantôt, c'est souvent une porte d'entrée pour le futur, pour un produit qui va peut-être trouver sa place dans une SEQ dépôt, dans une sélection, dépendamment de la qualité du produit. Comme tu dis, c'est pas nécessairement tous des vins à 60, 80, il y en a de ça.
il y en a beaucoup. Et on voit ça souvent en Bourgogne, c'est des petites allocations qui sont attribuées à des agents en particulier. Oui, les quilles sont chères, sont 70, 80, 100, 150. C'est pas rare qu'on voit des quilles à 300$ en importation privée en caisse de 3, ça s'est déjà vu. Ou encore des gros formats, des magnums, on peut retrouver des 6 litres. Ça arrive, ça, c'est des produits qui sont dédiés à l'industrie de connaisseurs. L'importation privée, c'est rare que c'est des gens qui vont tomber là-dedans par hasard. C'est des gens qui les ont apportés là-dedans, ou c'est des propriétaires de resto, ou c'est des gens qui sont amateurs, qui ont suivi des cours là-dedans, puis ils veulent découvrir des trucs. Mais souvent, l'importation privée va être la porte d'entrée avec un nouveau produit, soit que le producteur a un nouveau produit, il approvisionne déjà la SEQ des produits RA, SA et SL. Et là, il veut rentrer un nouveau produit en test, l'essayer parce qu'ils font beaucoup de tests au niveau du marché. J'arrive justement là, d'un voyage vin et on a vu que le marché est en train de s'adapter. Et même des marchés comme le marché bordelais présentement, ils vont sortir des produits à 25$ qu'on n'était pas habitué de voir. On s'en va davantage dans le blanc en Bordeaux parce qu'ils replantent des nouveaux cépages, ils essaient des nouveaux trucs. Les changements climatiques font en sorte que les vignerons essaient des nouveaux produits, mais il faut que ça prenne des canaux d'évacuation pour ça. Et ça, l'importation privée en est un bon marché test à cet effet-là. Ce n'est pas nécessairement des produits qui sont très chers. Mais oui, ça reste un produit de luxe. Fait que là, donc, on a le pouvoir d'achat qui est différent. Y a-t-il d'autres défis pour vos jobs à vous autres? Ben nous, il y a le vin, mais aussi l'agroalimentaire. Je donne un exemple dans mon rôle de réseauteur, déclencheur, ce que tu veux. C'est parfois les organisateurs, les promoteurs de salons de vin, de festivals font appel à nos services pour attirer la clientèle de qualité. Dans ce que je fais dans mon domaine, je suis le seul. Le seul qui fait où je suis à l'entrée ce sont des clients. Prends exemple la grande dégustation des vins d'Italie en novembre. Ce sont les producteurs présents, les propriétaires même qui sont présents dans cet événement. Moi, je suis à l'entrée. Je présente les gens qui veulent bien rencontrer. Je suis là pour présenter les gens les uns aux autres. Je suis le seul à faire ça dans l'industrie depuis 16 ans. Mais c'est ça mon travail, c'est amener des gens de qualité et donner le service clientèle avec le promoteur. Mais il y a d'autres marchés autres que le vin. Il y a les sans-alcool qui prennent beaucoup, beaucoup d'importance de plus en plus. Il y a 16 ans, quand j'ai lancé mon site, j'avais pris un mandat de représenter des vins sans alcool. Inutile de te dire toutes les moqueries que j'ai eues à l'époque. J'ai tout entendu. C'est le retour du balancier. C'est une autre mentalité, mais là, c'est tout le monde sans alcool. Les gins, les vodkas, les whisky, le sans alcool. C'est l'évolution. C'est ça. Et là, la SAQ, maintenant, privilégie les sans-alcool. La SAQ, vas-y, là. Mais ça fait des alcools, privilégie les sans-alcool. Mais ça fait quelques années qu'ils ont rentré des vins de qualité sans alcool, puis là, ils vont mettre de l'emphase encore plus. Ouais, je pense que ça fait partie un peu du côté sociétal de la SAQ aussi, de dire que, regarde, il existe autre chose que l'alcool, puis nous, on a une façon c'est une société d'État quand même, là, donc les profits reviennent normalement aux Québécois. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils vont, si les ventes sont en baisse dans une catégorie en particulier, ils vont essayer de se nicher, puis c'est tout à fait normal dans un autre. Et oui, je pense que c'est une tendance qui est peut-être pas mondiale, mais c'est une tendance qui est quand même importante sur le bien-être, la santé, faire attention à soi, diminuer. Puis je pense que c'était bien véhiculé. On pense à Éducalcool qui fait un excellent travail, là, 3 qui joue le rôle là, de temper entre la population et les producteurs. Puis je pense que c'est important que la génération qui est en bas de nous soit sensibilisée à ça, parce que, tu sais, on se souvient, là, 25-30 ans, tout le monde fumait des autos, là, puis c'était normal. Mais tu sais, aujourd'hui, tout ça est en train de se placer, puis il y a des choses, des comportements qu'on fait aujourd'hui qui sont acceptés, mais que dans quelques années, ils ne seront plus. Donc, la SEQ se doit, tantôt tu parlais de tendance, ben ça n'est une tendance qui doit être appuyée par un organisme, pas un organisme, mais par la société d'État, en fait. Et, dans le domaine, il y a 3 catégories où les agences de vin se retrouvent. Il y a A3, il y a le RASPIPAV. RASPIPAV, c'est seulement l'importation privée et pas d'association. Il y a encore des agences, les rebelles,
les délinquants qui veulent rien savoir des associations qui font leur chemin à part. Et le pouvoir de Martin, avec son organisation, c'est de, dès que le produit arrive sur le marché, même le préparer à l'avance, tout de suite, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Quand c'est l'importation privée, il faut préparer le terrain à l'avance. Et puis, c'est ça la force tout son concept mécanisé, là. C'est une arme. Ça me fait penser à les orgues de Staline. Je ne sais pas si vous connaissez cette arme destructive. C'est un ensemble de missiles qui partent les uns après les autres. Ben, Martin, c'est comme ça. Ça part tout de suite pour rejoindre les consommateurs. Il fait un peu le travail de la carte Inspire de la SAQ. Quand tu achètes toujours du scotch, ben, la SAQ va t'envoyer une lettre à toi spécialement pour dire attention, promotion sur tel scotch, tel prix. C'est un peu ça. Notre travail, c'est vraiment d'outiller les agents parce qu'il y en avait plusieurs là-dedans qui étaient encore papier crayon puis fichier Excel. Momentanément, ça prenait beaucoup de temps. Puis les employés, ben, ils étaient rendus ailleurs parce que la nouvelle génération qui pousse, elle a besoin des technologies. Les propriétaires d'agences, certains sont âgés, certains, c'est une deuxième carrière. Hein. On voit ça souvent, les agences de vin, quelqu'un a eu un succès, prend sa retraite à 55 ans, puis il décide de se faire un lifestyle business, c'est-à-dire il veut importer du vin, puis aller voir des producteurs en Italie. Fait que, tu sais, bon, on va démarrer mon entreprise, c'est parfait, ça fonctionne bien parce qu'il y a une passion derrière ça. Mais il faut quand même être capable de suivre la parade. Et la valeur des entreprises de ce type-là aujourd'hui, c'est la façon dont on est capable de se revirer de bord numériquement. Et notre solution permet de faire ça, permet de rester en contact avec leur client, faire du marketing automation. Il y a une petite solution de e-commerce pour vendre du vin. On est connecté avec la SAQ. On travaille aussi, on est partenaire avec Easy Focus, qui est une solution québécoise aussi très bien faite, qui permet de parler avec les inventaires de la SAQ, et LCBO et BCLDB. Donc, c'est une solution comme la nôtre qui est pan-canadienne. Fait que tous ces outils-là permettent là, de faciliter la tâche à un propriétaire d'agence versus Samy, peut-être 15 ans, quand tu faisais encore au fax, tu me disais, tu envoyais les commandes encore au fax à SAQ. Donc, nous, on a tout automatisé ce système-là et on croit que les près de 30 agences qui utilisent notre plateforme, leur quotidien est adouci. Ben, c'est sûr que tout est dans l'automatisation de ce temps-ci avec l'IA, avec tout ce qui se passe. D'ailleurs, Samy, c'est d'être entremetteur aujourd'hui, c'est cette année. Tu sais, moi, je pourrais te parler de mon côté, là, mais c'est pas évident non plus. Là. Je veux dire, tous les business aussi se resserrent aussi dans leur budget, dans leur façon de faire. Tout le monde est très frileux à investir pour développer leur marché. Ben, en tout cas, tout le monde, de ce que j'entends. Là, fait que, comment c'est, toi, en tant qu'entremetteur, qu'est-ce que tu entends des entreprises? Est-ce que le métier d'entremetteur est plus dur dans l'agroalimentaire, dans le vin? Ou... Ce n'est pas toujours évident. Moi, je sais très bien qu'après 16 ans, j'ai fait faire des affaires à plusieurs entreprises. On le voit. J'avais pris une entente exclusive avec un agent, on va le nommer, il s'appelle Activin. Pendant 2 ans, on l'a eu sur le site. Et pendant 2 ans, son lectorat a augmenté pour ses bases de données, son chiffre d'affaires a augmenté, sa visibilité a augmenté. Pourquoi il a arrêté avec nous? Parce qu'il investit son argent dans son site transactionnel. Donc, basé sur cette expérience, on approche les autres catégories comme fromage du Québec, alcool du Québec. Et là, récemment, on a pris une entente avec ABC Embalux qui fait de l'emballage alimentaire dans la section agroalimentaire. Il a compris, le propriétaire d'ABC, qu'à toutes les semaines, c'est la répétition, hein, c'est la programmation neurolinguistique et surtout la crédibilité qui est en arrière des chroniqueurs, des correspondants et de ma personne. Je mets mon nom sur Google, il n'y a aucun point négatif. Moi, je suis bien content de ça. Parce que c'est tellement facile de lancer des rumeurs puis des choses négatives. Je suis en bon terme avec la SAQ. De temps en temps, quand je les pointe, je les avertis à l'avance, mais c'est de bonne guerre. En tout cas, moi, je n'ai pas de contrat avec la SAQ. Il ne faut pas non plus gêner à pouvoir faire la confrontation, mais il faut que ça soit de bonne guerre aussi. Là, on s'entend que quand il y a un monopole, ça ne peut pas tout être parfait tout le temps non plus dans la façon que c'est fait. On les critique souvent, mais la SAQ, là, c'est une belle entreprise. Il faut juste arrondir les coins ronds. Il faut de temps en temps qu'il faudrait que les cadres aillent plus souvent dans des SAQ il faut qu'ils sortent de leur zone de confort. Mais la SAQ est une belle entreprise pour nous, les consommateurs. Écoute, tu vas aux Îles-de-la-Madeleine, tu payes ta vodka le même prix qu'à Montréal.
n'y a pas une entreprise privée qui va faire ça. Mhm. On a un choix de 6000 SKU à la SAQ. On a un choix incroyable. Et en plus de ça, on a l'importation privée. Mhm. On est gâté au Québec, Oui. malgré les routes et tout le reste. Mais il faut qu'ils améliorent certaines affaires, mais c'est une belle entreprise. Parce que l'agent ne s'occupe pas du personnel, ne s'occupe pas de l'entreposage, ne s'occupe pas de la distribution avec les camions et tous les problèmes sur la route. Certains vont crier il faut l'importation, il faut la privatisation. Moi, je suis contre la privatisation parce que ce sont des grands cartels qui vont s'en emparer, comme ils ont fait en Alberta. En Alberta, il y a juste Edmonton et Calgary où il y a des belles succursales, puis tout le reste, c'est foutu. Là. Il n'y a pas de contrôle. Il y a pas... Mais tu amènes un point intéressant sur le côté cavis, qu'il y a eu un petit lousse là-dedans, là, ceux qui ont des restaurants qui peuvent permettre, là, je dis restaurant, mais ça peut être plus Épicerie. sous forme de snack, épicerie, fine, où on peut partir avec des produits en importation privée la plupart du temps. Donc, ça, c'est un bel assouplissement, je pense, qui a été fait. Ça a permis de respirer aux restaurateurs aussi, puis à ce type de gens-là, puis à proposer des produits différents dans des épiceries de quartier. Parce que, tu sais, à Montréal, les gens sont très choyés, on est bonnes SAQ, un peu partout aussi au Québec, dans les grandes villes, mais ça reste que on n'a pas accès à tous les produits non plus. C'est pour ça que l'achat en ligne demeure un volet très important et pas à négliger pour le futur. Je pense aux restaurateurs qui ne se font pas si souvent visiter que ça en région par les agences, par manque de personnel, par manque de temps, pour un paquet de raisons. Ces restaurateurs-là, ben, nécessairement, ils souffrent d'avoir des produits un peu différents. Fait que ça leur prend des différentes avenues pour être capable de peupler leur cellier et faire connaître à leurs clients qui, eux, sont aussi avides de découvertes. Fait que c'est un peu ça qu'il faut garder en tête, que le côté caviste, puis le fait que la SAQ s'assouplisse à ce niveau-là aide beaucoup à faire la promotion de cette gamme de produits-là. C'est un bon point que mène l'assouplissement qu'il y a eu sur les boutiques spécialisées que vous pouvez vendre des plats et on pouvait acheter des vins en importation privée ou autre. Ça, c'est permis par la loi, il n'y a aucun problème. Mais c'est un bel exemple. D'ailleurs, on doit remercier la chaîne Saint-Hubert qui avait accéléré la demande auprès de la RACJ, Régie des courses, pour que quand on commande un poulet, on peut commander de la vodka ou du gin et c'est livré au prix de la salle à manger. Donc, les restaurants peuvent vendre le vin en importation privée au prix de la salle à manger. Ça dit, je commande une pizza et puis le gars, il a un vin en IP, ben, je peux l'avoir aussi. Ça, c'est beaucoup, ça, dans l'assouplissement. Tout à fait. Mais on s'entend quand même que la façon la plus légère pour les consommateurs d'acheter, ça va être d'aller directement à la SAC, à aller prendre des choses que de prendre au resto ou de prendre dans une table, j'imagine. Hein? Tout à fait. Oui, mais la SAQ a un super réseau. Hein. Ils ont plus de 450 succursales à travers le Québec. C'est pas rien. Ils sont partout. Et ils font un excellent travail au niveau de la distribution. Quand tu es dans 300 succursales au Québec, ton produit, il sort. Là. Puis si tu peux aller en dépôt en plus, ben, tu as encore plus de volume. Malgré le fait qu'il en reste plus bien à la fin quand il passe à dépôt, là, parce que tout le monde se graisse, mais quand même, c'est une belle. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres provinces qui offrent ce type de véhicule-là. Oui. Fait que là, cette année, c'est ça qui se passe. L'année prochaine, ben, on est un peu là-dedans. On ne sait pas ce qui va se passer avec tout ce qui est de l'inflation et tout ça. Puis là, toi, Martin, tu offres une bonne solution. Justement pour accompagner ces gens-là à découvrir, puis les gens de l'importation à pouvoir écouler leur stock ou passer par un nouveau véhicule, comme tu disais aussi. Oui, puis tu sais, on va organiser des salons. On va mettre en place différentes avenues. Puis je pense que les gens veulent ça, des petits événements vinicoles, où ils vont faire des découvertes, rencontrer des producteurs. Ça fait quelques événements. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans l'expérience. Puis rencontrer un producteur, c'est le fun. Parler avec lui, il est 2 mains dans la terre, il sait ce qui se passe, il l'explique. Ça fait partie des amateurs de vin, aiment ça. Ils n'aiment pas juste ça boire, ils aiment ça, c'est savoir ce qu'ils boivent. Ils aiment ça rencontrer la personne qui est derrière ce qui est mis dans la bouteille.
l'importation privée permet ça parce qu'ils ils vont se déplacer pour faire la promotion de leurs produits. Et ça vaut quelque chose. Puis on s'est fait dire que les Québécois connaissaient quand même beaucoup le vin parce qu'on a la chance, nous, d'avoir une panoplie incroyable de produits partout dans le monde. Ce qui fait en sorte que ça nous tient, en tout cas, les amateurs de découvrir puis aller à la rencontre de ces gens-là qui viennent de toutes sortes de pays, nous présenter leur façon de faire. On pense que le vin, c'est juste fait en barrique de chêne, mais non, aujourd'hui, il y a plein d'autres façons de produire du vin. On revient à des méthodes ancestrales aussi. Fait que c'est le fun de savoir comment c'est fait quand on le met dans le verre. Tu as mis le doigt dessus, Martin, avec les salons des vins, l'Association des sommeliers, l'Association des œnologues qui font beaucoup de formations. La SAQ donne des cours aussi. Énormément d'amateurs ont suivi les cours depuis les 30 dernières années. Et c'est vrai que l'amateur de vin québécois est très fort. D'ailleurs, quand on faisait des salons il y avait des années, les gens nous posaient 2 questions. Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est sec? Aujourd'hui, il n'y a plus un chat qui pose ce genre. Ils vont me demander quel cépage, quelle vinification. Puis parfois, ils posent des questions tellement pointues. Même toi, tu sais pas répondre. Derrière du comptoir, doit aller chercher un sommelier ou un expert dans le vin pour répondre aux questions du consommateur qui s'y connaît. Hein. C'est pas des farces. C'est incroyable comment la notion de connaissance a fait un bond depuis toutes ces années-là. Tu as raison. Puis sur le cellier.20, justement, quand on va là, chaque produit a une fiche technique détaillée avec l'information. C'est quoi son cépage, son exposition, son taux de sucre, les notes de vinification, est-ce que ça a gagné des points, des concours. On a tout ça sur les fiches techniques parce que les gens sont avides de ça. Ils veulent avoir de l'info. Ils veulent, chose qu'on n'a pas nécessairement tout le temps sur les produits de la SAQ. Les gens se documentent et ils sont de plus en plus informés. Fait qu'il faut leur donner accès à cette information-là. Oui. Exact. C'est bon, ça. Je pense j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des sujets que vous vouliez aborder avant qu'on termine tout ça. Y a-t-il moi, j'ai une question pour toi, Nelson. Tu es peut-être plus. Non, mais tu es peut-être plus au courant que nous. Moi, je suis moins dans l'industrie brassicole. Oui. Comment ça se passe dans ce domaine-là? Je le sais qu'avec Baron Mag, vous avez rencontré beaucoup de producteurs de bière. Et c'est un marché aussi qui est quand même en effervescence, mais en mutation, surtout au niveau de l'enjeu des transports de ces produits-là, parce que je pense que tout se passe là, au niveau de la distribution, parce que c'est des produits qui peuvent qui peuvent passer date, si vous voulez, plus rapidement qu'une bouteille de vin, par exemple. Le vin vieillit, mais la bière passe date. Fait que comment ça se passe en ce moment dans le marché? C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est pas nécessairement en effervescence. En fin de compte, on a publié beaucoup d'articles dernièrement en disant qu'on avait atteint le plateau depuis un bout. Puis là, maintenant, c'est rendu en transformation. C'est plus en croissance. Là, on est en train de s'adapter à c'est quoi la vraie réalité d'être du marché de microbrasserie au Québec parce que il y a eu une effervescence parce que tout le monde s'investit là-dedans parce que c'est comme un petit projet là, de dire hey, je me pars une microbrasserie. C'est comme dire hey, je veux partir un petit café dans mon coin. Tu sais, tout le monde. Tu sais, c'est un petit rêve bucolique de se dire comme hey, je vais avoir ma petite entreprise. Sauf qu'à un moment donné, toutes les entreprises ou tous les producteurs de bière, ils veulent être la bière du Québec ou ils veulent la distribuer partout. Et là, il vient un bon nombre de choses. De défis. De défis qui est l'espace tablette dans les épiceries fines, dans les dépanneurs de microbrasserie et tout ça. La baisse de consommation. Beaucoup de monde, dans la dernière année, il y a eu une baisse drastique, justement, par rapport au sans-alcool, par rapport au côté santé, tout ce niveau-là qui a vraiment beaucoup joué. Là, on a des annonces de fermeture de détaillants, ça n'arrête plus là, depuis un an. Même des microbrasseries qui annoncent beaucoup leur fermeture ou qui sont vraiment sur le bord de la faillite ou qui ont de la misère. Fait que c'est en changement parce que c'est un peu là, ce que j'expliquais au début, c'est que tous les gens, tous les businessmen ou ceux-là qui veulent se lancer là-dedans, ne voient pas nécessairement ce qui se passe dans l'industrie. Ils voient, eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Ils font leur modèle d'affaires. Ils réussissent à avoir des prêts des banques, des affaires comme ça parce que sur papier, c'est cool, mais en vrai, l'industrie est différente.
Puis, Ben, les barrières à l'entrée sont moins grandes que dans le vin. Tu sais, dans le vin, il faut que exactement. faut que tu plantes, puis c'est compliqué de faire du vin, puis il faut que tu fasses virer, il faut que tu ailles les poches C'est une fois profondes par pour être année que tu capable de faire. fais de ton vin. Exactement. Puis tu as un risque, tu sais, tu as un risque dans la nature est là. Tu as un risque de perte. Prenez ce qui se passe à Chablis en ce moment. C'est fou, là. Tu sais, on va avoir de la difficulté à s'approvisionner en Chablis pour les prochaines années à des prix de fou. Fait que c'est un peu ça. Fait que la micro. Puis aussi, je pense que la microbrasserie, un des problèmes, c'est quand tu rentres dans un vrai magasin détaillant de microbrasserie, tu arrives là pour aller chercher, je sais pas, ta Shawi Beach. Mais finalement, il y a tellement de choix que ton attention est détournée. Et là, tu n'achèteras pas ta Shawi Beach, tu vas acheter d'autres choses et tu risques fort d'être déçu parce que tu l'achètes sur un packaging. Et finalement, l'abondance, ça fait en sorte que tu deviens complètement mêlé dans tes choix. Moi, je n'achète plus de bière. Des fois, je tombe trop mêlé. Ben, c'est ça. Ben, en fin de compte, si tu avais la chance d'aller acheter ta bière soit dans un IGA ou dans une grande surface plutôt que dans un dépanneur, là, tu as moins de services. Dans un dépanneur spécialisé, tu as la personne à qui tu peux lui demander. Tu lui demandes, moi, je tripe sur ce genre-là, il va te conseiller vers quelque chose de ton site. Tandis que dans les IGA, où est-ce que, là, je dis IGA, mais Métro, Loblaws, toutes ces affaires-là, où est-ce que eux, ils ont mis des frigos, et là, ça pète des couleurs comme ça n'a pas de sens. Et là, les gens arrivent là et ils n'ont aucune idée vers où aller parce qu'ils ne savent pas la différence entre une LS et une Pilsner, ils ne savent pas la différence entre une IPA et une DDH IPA ou un assemblage de ci, de ça. Fait que là oui, là, c'est d'avoir créé, d'avoir fait une offre qui était beaucoup plus grande de la demande juste parce qu'il y avait une tendance peut-être ou je ne sais pas, tu sais. Fait qu'il y a un peu tout ça qui est allé jouer là-dedans. Encore une fois, comme dans tout, là, il y a une sélection qui se fait, tout ça, mais ce qu'on essaie de promouvoir auprès des entrepreneurs, c'est penser différemment, essayer de penser à la collaboration le plus possible. T'sais. Collaborer entre vous pour créer des produits qui peuvent, je ne sais pas, de n'importe quelle façon. Fait que là, il y a des brasseries qui brassent chez d'autres, et puis là, en tout cas, il y a des choses qui se créent, mais on avait toujours dit depuis le début, si tu veux faire ta bière, c'est cool. Il y a de la place pour un brew-pub dans tous les petits villages, mais pense pas à développer plus grand que ça. Concentre-toi sur les gens qui sont autour de ta brasserie, amène du monde qui sont de là. Tu vas pouvoir vivre, à moins que là, tu aies des frais hallucinants dans ta vie et que tu veux, tu vis dans le luxe, là, mais en général, si tu veux avoir une belle petite entreprise puis faire ta bière de qualité puis tout ça, tu peux réussir avec les consommateurs qu'il y a dans ton village ou dans ton coin. Ben oui, parce que l'enjeu est vraiment dans la distribution. Là. Dans la distribution, dans le canage, dans toutes ces affaires-là, c'est des coûts. Puis ben, tout coûte plus cher. Les produits, les matières premières coûtent plus cher, toutes ces affaires-là. Fait que Ouais, puis il faut que ça soit stérilisé ou je ne sais pas trop sur place, comparativement au vin, où que les gens se prennent des chaînes d'embouteillage, puis ils mettent des chaînes d'embouteillage à l'extérieur. Après ça, ça roule. Ils se stockent pas, les petits producteurs, dans le vin. C'est pas ça qu'ils font. Ils louent l'équipement qui se rend sur place, puis ils embouteillent au château, puis après ça repart. Fait que ça, c'est des façons de sauver des coûts aussi, mais je pense que dans le brassicole, ça marche pas comme ça. Hein. Il y a des encanneurs qui viennent sur place pour pouvoir faire des choses. C'est un service qui s'offre. Mais je sais que dans le vin, il y a d'autres sortes de problèmes aussi par rapport à louer l'équipement ou à pouvoir avoir l'équipement. Il y a des lois qui font en sorte que tu n'as pas le droit d'utiliser l'équipement d'un autre ou des choses comme ça. Ça, c'est des trucs aussi qui vont dans le cidre qui vont aussi dans plein de choses. Là. Fait que dans les alcools, il y a beaucoup de trucs qui pourraient s'aider. Les artisans cidreries qui peuvent pas, quand ils ont plus de pommes, ben, ils ne peuvent pas aller acheter des pommes de chez quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer leur production. Fait que, il y a plein d'histoires comme ça qui se passent. Mais on est clairement dans une ère de changement. Tout s'est passé très, très, très trop vite. Puis ben, regarde, on regarde qu'est-ce qui se passe, puis on l'assume, et il y en a que ça vient frôler l'ego, c'est sûr. Oui. Mais ça, c'est triste, toutes ces fermetures. Il y a eu une vague, les micro-distilleries, l'Investissement Québec donnait, la Régie donnait les permis, la SAQ faisait rentrer. Ah oui, à gogo, on fait rentrer. Mais on l'avait vu avec les terroirs, la SAQ avait fait pareil. Ils avaient pris tous les produits du terroir, mais ils ont attendu de voir qui allait sortir leur épingle du jeu, comme de fait. Ce sont les plus visionnaires qui l'ont emporté.
mais les restes ont dû se retirer. C'est la même chose à la microdistillerie, ils ont fait pareil. À un moment donné, avoir 50 gins du Québec, il y a des limites, là. Ouais, c'est ça. Ils peuvent faire d'autres choses que du gin, mais je pense que là, tout ça est aussi. Là, on va parler de toute la majoration et toutes ces affaires-là qui prennent autant quand c'est au domaine qu'à la place qu'ils le font que si c'est en succursale. Fait que, il y a beaucoup d'enjeux là, qui nécessitent une grosse réflexion puis de quoi à s'ajuster. On n'est plus il y a 100 ans. Là, il faut s'adapter à la réalité de maintenant, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un certain contrôle pour pas que n'importe quoi se passe non plus. Mais puis les entrepreneurs, ben, il faut qu'ils pensent à leurs choses aussi. Là. Ben, ce qui est arrivé avec l'industrie des spiritueux, c'est que quand tu tombes dans la collection où tu as une abondance, parce que tantôt tu parlais de 50, mais c'est plus près de 250 gin au Québec. Quand tu achètes une bouteille de gin, puis un autre, 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 ben, à un moment donné, c'est pas comme une bouteille de vin, tu n'enclenches pas une par soir. Fait que tu te ramasses avec 50, 60 bouteilles de gin. Il y a un petit inventaire qui s'installe, puis à partir de là, ben, tu as peut-être immobiliser un peu de sous, puis ça va prendre du temps avant que tu repasses racheter la même bouteille. Fait que c'est un peu ça l'enjeu versus le vin, où tu en prends une en soupant, puis ça va quand même assez vite. Là. L'industrie du spiritueux, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu prends un cocktail, puis après ça, à moins que ça soit ta boisson. mais ça, c'est une autre affaire qui irait bien avec l'agrotourisme. S'ils pouvaient focusser et permettre un peu plus d'ouverture sur l'agrotourisme, puis de permettre à ces producteurs-là, les distilleries, les micro-distilleries, de pouvoir vendre, puis pas d'avoir une majoration aussi grosse, au moins pour qu'ils puissent, parce que je pense qu'il y a une couple d'articles que je voyais dernièrement qui disaient que ouais, ben, finalement, après tous les coups, ben, on a une pièce la bouteille. C'est pas avec une pièce la bouteille, puis avec une pièce la bouteille, ils se permettent de pouvoir payer les employés, puis tout ça. Fait que c'est pas... c'est touché. Fait il y a quelque chose à jouer là-dedans, mais dans n'importe quoi, que ce soit les microbrasseries, que ce soit les vignobles, que ce soit les distilleries, c'est le fun de pouvoir découvrir le Québec en se promenant, puis en allant rencontrer les gens, puis tout ça, pour les encourager directement aussi. Il y a quelque chose là-dedans à voir. Dans l'importation privée, il n'y a pas tellement de produits locaux vu que c'est de l'importation. Il y a l'exportation privée, je ne sais pas. L'importation privée touche aussi le local. Hein. Parfois, pour acheter des produits, on ne peut pas toujours acheter de la production locale. Ça passe par l'importation privée, mais c'est long, c'est long, c'est long. Et même les producteurs de vin du Québec ont des contraintes terribles. Oui. Ils ne peuvent pas livrer, ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça. En plus de ça, l'Australie qui tombe dessus à cause de la vente dans les dépanneurs, ils n'ont pas drôle, ceux qui font du vin au Québec en ce moment. C'est pas Jojo. Pourtant, on a de la qualité maintenant. L'importation privée peut s'appliquer aussi aux spiritueux. Là, je pense à une distillerie que je connais ici. Ils ont un produit en particulier qui va être disponible juste en importation privée. Ce qui donne un petit edge là, par rapport à leurs produits qui se retrouvent un peu partout en restauration puis en SEQ. Fait que l'importation privée, oui, en caisse de 6 d'un produit, là, les restaurateurs qui vont être intéressés à acheter ce type de produit-là parce qu'ils ne se retrouveront pas nécessairement partout. Fait que ça peut se faire. Puis surtout que l'importation privée, habituellement, c'est des volumes qui ne sont pas assez importants pour être capable d'approvisionner les quantités minimum de la SEQ. Souvent, c'est ça qui arrive. Fait que c'est des produits qui sont de passage en petite quantité. Fait que oui, il y a probablement des distillateurs et même des producteurs de vin du Québec qui vont passer sous l'importation privée bientôt. Ah, c'est intéressant, ça. Exact. Ben, merci les gars. On va arrêter l'entretien à ce niveau-ci, mais ça a été un plaisir de pouvoir jaser un peu de l'industrie, principalement de l'importation privée. On a parlé un petit peu de toutes les industries de l'alcool et un petit peu sans alcool. Ça pourrait être un autre podcast de parler du sans-alcool. Là. Moi, je trouve que c'est une tendance. Okay, c'est correct, là, la santé et tout ça, mais d'avoir des gins sans alcool, en fin de compte, ça me fait vraiment beaucoup rire. Là, dans le fond, tu mets des arômes, puis tu te fais un mocktail. En tout cas, bref, c'est un autre débat. Mais tu sais, le gin, ça prend 24 heures à faire. C'est de la cocaïne légale. Hein? Ah bon, excellent. 24 heures, c'est fait. Vodka, gin, 24 heures. Les whiskies, ça prend minimum 2 ans. Et le vin, 1 an et plus. Alors, c'est pour ça qu'il y a une prolifération de fabricants de gin à gogo.
Il y a 150 marques, Martin, à la SAQ de gin. Plus que ça. Je pense que le dernier recensement, c'était 250 ENOP. Là. C'est intense, hein? Je perds mon latin, c'est incroyable. Tu peux aller voir sur le site, je pense que c'est distillerie-du-québec.com. Il y a tous les produits qui sont dispo à SAQ avec les bouteilles, les fiches techniques. C'est intéressant. On va voir ça. Bon, ben on se fait une autre rencontre, un de ces moments pour pouvoir prendre le pouls de l'industrie et voir qu'est-ce qui se passe. Merci, c'était super intéressant. Merci, Nelson. Merci, Samuel. Oui, merci beaucoup, Nelson. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.